Alors, qu'est-ce qui fait qu'une histoire psychologique est vraiment, vraiment terrifiante? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va décortiquer ensemble Suite Noire pour comprendre pièce par pièce les mécanismes de la peur. Installez-vous bien, on commence l'analyse. Dès le début, l'ambiance est posée. Cette petite phrase du concierge, ce n'est pas juste un avertissement, hein, c'est carrément une promesse. La promesse que cet endroit, il va faire plus que vous héberger. Il va vous garder. C'est la première pierre de l'édifice, cette idée que même les murs ont une mémoire. Et ça nous amène directement à notre premier point essentiel, le lieu. Dans un bon thriller, le décor n'est jamais juste un décor. Ici, l'Hôtel des Ombres, c'est bien plus qu'un simple bâtiment. C'est presque une créature vivante, un personnage à part entière, qui a ses propres secrets. Regardons ça de plus près. Chaque détail est pensé pour créer un sentiment d'isolement, pour mettre mal à l'aise. L'architecture néo-gothique, ça pèse, ça oppresse. Les tapis qui absorbent tous les bruits, ça crée un silence vraiment lourd, pas du tout reposant. Et puis, bien sûr, il y a la fameuse suite 413, absent des plans, avec ses fenêtres scellées. Ce n'est pas une chambre d'hôtel, c'est une cellule psychologique. On est coupé du monde, coupé de la réalité. Bon, on a le décor. Maintenant, il faut l'élément déclencheur, l'objet qui va tout faire basculer. Et dans cette histoire, ce n'est pas un simple accessoire, c'est le véritable moteur de l'horreur. Et voilà le truc, le concept génial de ce miroir. Il inverse complètement l'idée qu'on se fait d'un miroir. Ce n'est plus l'outil qu'on utilise le matin pour vérifier son apparence. Non, là ça devient une sorte de tribunal, une arme qui juge. Il ne montre pas le corps, il reflète l'âme. Et pas n'importe quelle partie de l'âme, sa part la plus sombre. Cette comparaison montre parfaitement où se situe le basculement. On passe de quelque chose de familier, de normal, notre reflet qu'on contrôle, à quelque chose qui nous échappe totalement. Le reflet d'Obsidienne, ce n'est plus une simple image, c'est une entité à part, une version de nous-mêmes restée bloquée, figée au pire moment de notre vie. Et c'est ça qui est absolument terrifiant. Et là, on comprend que l'enjeu est énorme, et surtout qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Le miroir ne fait pas que vous montrer votre passé, il menace de vous y enfermer pour de bon en faisant cet échange. En gros, personne ne quitte la suite 413 comme il y est entré. Le décor est planté, l'objet maudit est en place. Qu'est-ce qu'il manque? L'élément humain, bien sûr. Le personnage dont les propres faiblesses vont actionner le piège. Et ce personnage, c'est Elias Vance. Et le profil d'Elias, c'est vraiment la pièce manquante du puzzle. C'est un homme qui s'est complètement perdu de vue. Sa froideur, son arrogance, ça fait de lui la victime idéale. Il pense qu'il peut tout contrôler, tout gérer, comme si c'était une transaction commerciale. Sauf qu'il est sur le point de se confronter à quelque chose qui ne se négocie pas du tout. Et c'est là que son propre reflet lui fait cette proposition, cette tentation ultime. Le dilemme est posé, noir sur blanc, la chance d'effacer toute une vie de culpabilité, de se débarrasser de ce poids énorme, mais la question c'est à quel prix? C'est le vrai cœur du conflit. S'il accepte, il sait qu'il perdra une partie de lui pour toujours. Ok, on a vu l'intrigue. Mais ce qui rend cette histoire si puissante, c'est ce qui est en dessous, le thème psychologique. Parce que ce qu'Elias affronte, ce n'est pas juste un reflet magique, c'est un concept psychologique bien réel. En fait, ce miroir est une matérialisation de ce que le psychanalyste Carl Jung appelait l'ombre. C'est cette partie de nous qu'on refuse de voir, qu'on cache au fond de nous, parfois même à soi-même. C'est là que sont stockés tous nos défauts, nos instincts les plus sombres, nos erreurs inavouées. Et d'un coup, le thriller devient une véritable exploration psychologique. Qu'est-ce qui se passe quand on est forcé de regarder son ombre droit dans les yeux? Et c'est ça qui est génial dans l'écriture, la manière dont le concept abstrait devient très, très concret. La culpabilité, ce n'est plus juste un sentiment, c'est une force physique qui l'écrase. Le reflet n'est plus une image passive, il a l'air plus vivant que lui. L'horreur monte, monte, jusqu'au point où l'échange ne ressemble plus à une tentation, mais à la seule sortie de secours possible. Pour conclure, comme dans toute bonne histoire de ce genre, il y a une règle. Une règle simple, facile à retenir, mais absolument terrifiante. C'est un peu l'avertissement final, pas seulement pour le personnage, mais pour nous aussi. Là, voilà, la règle. C'est clair, c'est précis, et ça installe une tension dingue. Un compte à rebours se met en marche dans notre tête. Pourquoi cette seconde précisément? Qu'est-ce qui arrive après? C'est une mécanique de suspense parfaite. 7. Juste ce chiffre. Il devient un symbole, la limite à ne surtout pas dépasser. On sent la pression monter, on attend de savoir ce qui se passe si on enfreint la règle. Et voilà la réponse. Le twist, le retournement est total. Celui qui observe devient celui qui est observé. Un acte du quotidien, se regarder dans la glace, devient soudain une menace active. Le pouvoir change complètement de camp.
Et on nous laisse avec cette question finale, une question qui fait froid dans le dos parce qu'elle traverse l'écran et vient nous chercher dans notre propre réalité, bien après la fin de l'histoire. Elle prend un objet banal, le miroir de la salle de bain, et elle le transforme en une source potentielle d'angoisse. Et c'est cette petite pensée dérangeante qui reste, qui est la signature d'un thriller psychologique vraiment réussi.